Alors, nous allons reprendre nos travaux. Donc, on a parlé des risques. On vient de parler des risques. Et maintenant, nous allons aborder la question de la justice, des litiges, car un monde sans litige, ça n'existe pas. Et le Web3 n'est sans doute pas épargné, d'autant qu'il n'y a pas d'autorité de régulation. Alors, la justice est-elle adaptée? Est-ce qu'il y a un autre système pour résoudre les conflits? Nous allons le voir. D'abord, on va aborder la question de la justice. Donc, la justice peut-elle apporter une réponse à cette cyberdélinquance? Virginie Bensoussan-Brûlé, dont vous êtes avocate, directrice du pôle contentieux numérique chez Lexis, Alain Bensoussan, avocat. Donc, est-ce que le contentieux lié au Web3 présente une particularité ou une spécificité par rapport au litige du numérique en général? Et quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté dans le cadre d'une action en justice? Question de preuve, question d'application des décisions de justice. On vous écoute. Merci Sylvie. Merci à tous de participer à nos rencontres annuelles. Alors, la question de la compétence et de la loi applicable en présence d'une situation, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, générée dans un environnement numérique élaboré suivant des protocoles, on va dire, décentralisés, repose effectivement la question si ce n'est de la loi applicable, en tout cas, du juge compétent. Et ce que je vous propose en quelques minutes, c'est de reprendre les règles de droit international privé pour voir si, comme dans le cadre du Web 2.0, dans le cadre du Web 3.0, on pourrait trouver plus ou moins facilement un juge national compétent. Il y a plusieurs solutions qui existent. On peut reprendre la première qui permettra de rebondir sur l'intervention d'une autre personne à propos du règlement amiable des litiges. C'est les clauses de règlement des litiges qui existent dans les conditions d'utilisation des plateformes, des intermédiaires. La difficulté, c'est qu'on imagine peu, si je prends par exemple un contrefacteur, s'entendre avec le titulaire du droit de propriété intellectuelle sur un juge compétent. Donc, pour moi, ce qui va être clause de règlement des litiges, en tout cas vis-à-vis de l'auteur d'un cybercrime ou d'un cyberdélit, ça ne va pas fonctionner facilement. Donc ensuite, on va reprendre toutes les règles qui existent, plus ou moins dans les différents systèmes juridiques. Et donc, la règle que l'on rencontre le plus souvent, c'est le tribunal du domicile du défendeur. Qui semble la règle qui pourrait être appliquée dans tous les systèmes juridiques. Alors, on a une difficulté, ça va être évidemment la localisation du défendeur. Et en vrai, c'est pas vraiment notre problématique, car peu importe l'endroit où l'auteur du cybercrime ou du cyberdélit est situé, mais plutôt son identification. Et donc, quand bien même on arriverait à régler la question de la localisation, elle est interdépendante de celle de l'identification de l'auteur des agissements illicites. Donc, a priori, le tribunal du domicile du défendeur ne serait pas celui qui serait retenu. Donc, deuxième solution, tribunal du lieu de l'événement causal. C'est effectivement une possibilité, mais à nouveau, en l'état des technologies et des législations en vigueur, on va avoir du mal à identifier le lieu de l'événement causal. Et toujours même problématique, ça va peut-être permettre une localisation, mais en tout cas pas une identification. On arrive à ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire le tribunal du lieu du dommage, avec la distinction entre l'accessibilité du site ou ici de la plateforme et ce qu'on appelle son orientation ou sa focalisation. Il y a des matières où le lieu de l'accessibilité du contenu dommageable est retenu, notamment en matière de délit de presse. Mais
Autrement, on est plutôt sur le lieu, sur la théorie de l'orientation, donc du site, de la plateforme. Et là, ça conduit à un risque de forum shopping, puisque chacun irait choisir le tribunal du lieu dont la réglementation est la plus favorable. Donc, la clé, comme je l'indiquais, c'est la question de l'identification de l'auteur. Alors, c'est vrai que quand on parle de Web 3.0, on érige en principe l'anonymat et l'absence d'intermédiaire. Mais de ma compréhension, en tout cas telle que les technologies existent, il y a la présence d'intermédiaires, que ce soit les sociétés qui fournissent des services, par exemple, de création de noms de domaine décentralisés, ou les sociétés qui participent à la création et à l'échange de crypto-biens tels qu'un NFT ou un nom de domaine décentralisé. Et on voit bien aujourd'hui à travers le DSA notamment que le rôle des plateformes pour finalement aider encore à la lutte, alors dans le cadre du DSA, des contenus dommageables les plus graves, est central. Et voilà, il me semble que ce qu'on impose aujourd'hui aux grandes plateformes, dans un monde, on va dire, centralisé, on pourra l'imposer à ces intermédiaires qui existent malgré tout, et pour les contraindre finalement à participer à la lutte contre le cybercrime et les cyberdélits en permettant l'identification de l'auteur. Et ensuite, une fois qu'il est identifié, on va pouvoir revenir à notre point de départ, qui est le tribunal du domicile du défendeur. Et pour conclure, je voulais aborder une particularité de la France et également de quelques autres États européens, donc à ma connaissance l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne, pour les infractions les plus graves, telles que la lutte contre le terrorisme. On a un article du Code de procédure pénale qui prévoit ce qu'on appelle une compétence universelle des juridictions françaises. Donc, peu important que l'infraction n'ait pas été commise en France, peu important que l'auteur ou la victime ne soit pas français, pour les infractions les plus graves, alors, dans tous les cas, les tribunaux français seront compétents. À chaque fois, ces textes, ils ont été pensés pour la lutte contre la pédopornographie, pour la lutte contre le terrorisme, et on voit bien qu'il y a un glissement sur des infractions plus courantes, et on le voit encore récemment avec la loi de modification de la justice. Si on prend le cas de la géolocalisation à distance, on est aujourd'hui, a priori, sur des crimes passibles de 10 ans d'emprisonnement. Et pour la captation des sons et des images, on est sur tout ce qui va être lutte contre la criminalité organisée. Alors qu'au départ, pour ces types de technologies, on était vraiment uniquement pour la lutte contre la pédopornographie et la lutte contre le terrorisme, et on a glissé vers la criminalité organisée, les infractions les plus graves. Donc on peut penser aussi que ces textes aujourd'hui du Code de procédure pénale qui permettent aux tribunaux français cette compétence universelle pourraient s'appliquer dans le cadre de cyberdélits, cybercrimes commis sur des plateformes du type Web 3.0, à condition néanmoins, et c'est vraiment la clé, enfin la solution se trouve dans l'identification des auteurs, dont il faudra nécessairement que les intermédiaires participent. Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais ça n'est pas impossible. Alors, est-ce que la médiation ou l'arbitrage représente une réponse adaptée au Web 3 et aux litiges afférents? Alors, donc, Sabine Van Eyck Lepic, qui est docteur en droit, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris, avocat, médiateur, médiatrice, arbitre, conseiller scientifique de Cléros, qui est une plateforme de résolution des conflits. Donc, est-ce que cela vous semble
ce sont des outils qui vous semblent adaptés donc, à la résolution des litiges dans le Web 3? Et sont-ils une opportunité aussi pour les petits litiges, parce que la justice n'est peut-être pas complètement adaptée? Vous militez pour un mécanisme? Alors, moi, je milite beaucoup. Notamment, je trouve qu'on partage ici un peu cette nouvelle ambition d'un Web 3 qui améliore la vie humaine, un Web 3 qui se doit de protéger les droits fondamentaux. L'état de droit, finalement, au cœur des transactions, et devrait retenir toute notre attention aujourd'hui. Donc on est ultra complémentaires avec Virginie sur cette vision du Web 3, une vision peut-être traditionnelle, des litiges traditionnels que Virginie nous a démontré brillamment. Moi, je voudrais faire un pas de côté, deux pas de côté. Pour avoir une bonne justice décentralisée, il faut une administration de la preuve, on en a parlé, je rebondis avec ce que disait le général Perrault sur la confiance. Et donc pour moi, c'est une question stratégique, et pour faire du bon arbitrage, pour faire de la bonne médiation, il faut qu'on ait des bonnes preuves. C'est bien l'IoT, la blockchain, tout ça, on va avoir des preuves, mais c'est des preuves qui vont être propriétaires, qui vont appartenir à des plateformes. Or, on pourrait très bien imaginer un système relié au monde réel, avec notamment une infrastructure non propriétaire qui mette en place, avec les professions réglementées, comme les huissiers de justice, mais aussi les avocats, le marché est mondial pour créer ce back-office de confiance, avoir des relais qui sont en fait des relais de l'état de droit. Donc ça, premièrement, sur cette justice décentralisée, pour moi, c'est tout à fait pertinent de penser la justice décentralisée avec des relais de la démocratie, finalement. Puisque si c'est des plateformes privées, on va avoir des preuves. Ces preuves, il va falloir les challenger. Et l'origine de la preuve, par exemple, aujourd'hui, on parle par exemple de la tokenisation du monde. Si on ne sait pas à qui appartient l'immeuble, on aura beau tokeniser, et là, on sera dans une course à l'échalote des fraudes. Donc pour moi, le premier truc pour une justice décentralisée, pérenne, en mode Web3, il faut une infrastructure de confiance relayée par des tiers de confiance traditionnels. Premièrement. Après, évidemment, je pense que l'arbitrage, c'est la terre d'accueil naturel de ces nouveaux litiges. Je suis allée à Bercy rencontrer des magistrats qui m'ont dit, pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Et évidemment, certains c'est très compliqué. Alors, aux États-Unis, en Angleterre, actuellement, ils sont très férus et ils ont compris l'enjeu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un retard. Alors, pas le cabinet Lexing qui a été tout à fait en avant-première depuis bien longtemps sur ces sujets, mais on est en retard. Il faut former. Une de mes casquettes, c'est justement d'enseigner et de former. Et c'est vrai que je pense que il faut comprendre les enjeux stratégiques de ces nouveaux ovnis tech. Et donc, je pense que, évidemment, une fois qu'on sera formé, je pense qu'il faut créer des services dédiés avec cet état de droit pour plugger, puisqu'on est dans la tech, pour plugger un système dédié, mais avec des vrais juristes, des gens qui ont été formés au droit. Donc, c'est toute cette créativité et cette innovation qu'on va mettre dans ce Web 3, mais avec les anciens métiers du droit. Donc rassurez-vous, on aura besoin d'avocats, on aura besoin d'arbitres, on aura besoin de médiateurs, et en fonction des petits ou des grands litiges, on verra, on proposera des solutions. Cléros, c'est une plateforme, pour ne pas la citer, où je suis conseiller scientifique bénévole, donc je les aide à penser, et pour moi, Cléros, c'est une opportunité pour penser, c'est une coopérative qui a des liens avec les institutions, etc. C'est une coopérative qui pense l'arbitrage. Pour l'instant, on appelle ça justice décentralisée. C'est évidemment pas de l'arbitrage. C'est une solution, un mécanisme de résolution des différends. Alors, je vais vous
Je vais vous le décrire. Alors, en gros, c'est des cyberjurés. Donc là, on est tous cyberjurés. On n'a pas fait de droit. Et on va voter pour Bob et Alice en fonction. Donc, Bob et Alice, Bob a fait un site web en Inde. Alice est à Londres. Et le site web devait être bleu. Or, il est rose. Et catastrophe. Donc, on met en place, il y a une clause de règlement de différend dans le smart contract. Et le smart contract vise Kleros. Kleros, solution de règlement des litiges, et donc va utiliser ces cyberjurés qui sont rémunérés en fonction de deux choses. La loi de la majorité, c'est-à-dire plus vous êtes pour Bob ou plus vous êtes pour Alice, plus vous serez rémunéré. Bon, on pourra en parler. Et c'est de l'incentive économique puisqu'on met la théorie des jeux là-dedans, puisque en fait, c'est un système de vote, comme l'ensemble des plateformes des nouvelles technologies, c'est le crédit scoring de tout, on score tout. Donc, la problématique aujourd'hui de Kleros, pour répondre à la question de Sylvie, c'est est-ce que c'est bien pour les petits litiges? Pourquoi pas? En ce moment, le conseil scientifique de Kleros réfléchit notamment à un baromètre entre l'intelligence artificielle pour les minus litiges, mais après, on va en parler. Après, Kleros, donc cette plateforme avec ses cyberjurés un peu construite à l'intérieur du smart contract où on vote pour Bob ou pour Alice. Et puis, moi, je les pousse à, pour les problèmes complexes, l'arbitrage. L'arbitrage, mais l'arbitrage comme au sens de l'arbitrage d'Emmanuel Gaillard, hein, le vrai arbitrage. Donc voilà un peu ce catalogue de solutions qui sont en marche. Donc évidemment, est-ce que la guerre du Web3 a lieu? Je pense que entre un système propriétaire et un système open source et un système, donc il y a une guerre en fait de conception. Et on parlait tout à l'heure de philosophie ou d'utopisme. Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu, il y a un choc épistémologique. Tout à l'heure, un des intervenants parlait d'un travail en silo. Moi, je pense qu'il faut être interdisciplinaire, se comprendre les uns les autres, et c'était l'objet de cette intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, une question que je me pose, c'est que pour que ça marche, il faut que tout le monde soit volontaire. Il faut que tout le monde joue le jeu, enfin, les deux parties. Ah oui, oui, absolument. En fait, dans le smart contract... S'il y a en matière de délinquance... Absolument. Alors, en fait, dans le smart contract, il y a en fait, dans les conditions générales, on l'a évoqué, dans les conditions générales de vente, vous avez des clauses d'arbitrage. Mais de quel arbitrage parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un arbitrage état de droit ou on parle d'un arbitrage propriétaire avec du solutionnisme? Je sais qu'il y a pas si longtemps, Mark Zuckerberg demandait des plateformes de résolution des litiges. Just do it, il faut y aller et il faut proposer, nous les juristes, vraiment de l'alternative pour régler ces litiges. Mais il existe déjà des plateformes, non? Alors, il y a, justement, Kleros est en marche, mais pour l'instant, il y a très peu de litiges. Mais en tout cas, il y a de temps en temps sur des litiges crypto, sur des litiges, évidemment qu'il y a des solutions possibles. Mais je pense que les métiers du droit qui sont très très inquiets par ChatGPT, par l'intelligence artificielle, moi j'estime que ces nouvelles technologies sont une opportunité pour réfléchir au cœur de notre métier. Et qu'on fera des arbitrages avec les différents outils qu'on aura et avec lesquels il faudra travailler. Mais il faudra toujours penser, on est sur une ligne de crête entre un capitalisme de surveillance propriétaire, etc., pour faire évoluer. Et moi, j'estime que le Web3 est une réelle opportunité pour l'humain. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Et puis, juste un pas de côté, on parle beaucoup des sandbox régulatory, et ça peut être un moyen aussi de réfléchir à trouver des lois, une régulation adaptée à l'innovation en testant. C'est ce qui se passe en Espagne pour l'intelligence artificielle. En ce moment, la Commission européenne a organisé un énorme sandbox sur les blockchains.
Et moi, j'estime que les problématiques de MICA et de l'AMF, avec une infrastructure pérenne, reliée à des tiers de justice, et cette infrastructure existe, eh ben, il faut la relayer, il faut qu'elle soit utilisée dans les différentes institutions. Voilà. Y a-t-il une question dans la salle? Les questions des litiges ne posent pas de problème? Moi, j'ai pas une question, mais j'ai plus un commentaire sur les bacs à sable réglementaires. Les bacs à sable réglementaires, ils sont extrêmement utiles aussi en matière d'innovation. Absolument. Et en particulier, pour revenir encore sur le même sujet, les bacs à sable qui vont pouvoir aussi associer plusieurs régulateurs sur un sujet particulier. Absolument. Pour permettre, en fait, de voir les choses de façon un peu multidimensionnelle. Interdisciplinaire. Voilà, et encore une fois, pour redire un peu ce qui a déjà été dit, c'est de voir sur un sujet comme la donnée qui est vraiment fondamentalement multidimensionnel, de voir les risques, mais aussi les bénéfices, l'aspect économique, l'aspect respect des droits de l'homme, liberté fondamentale, etc. Et le deuxième point que je voudrais mentionner aussi, c'est la possibilité aussi de tester les lois et les règlements et les actes juridiques sous forme de pilote, ce qu'on appelle le policy prototyping. Donc c'est vrai qu'on produit beaucoup de lois sans vraiment s'attacher à tester un peu la façon dont elles vont pouvoir être comprises et mises en œuvre de façon effective. Parce que le texte, c'est une chose, mais ce qui compte, en fait, c'est les faits. Et les études d'impact? Alors, c'est pas vraiment, c'est plus qu'une étude d'impact, c'est-à-dire que c'est pas fait en amont, ça serait fait en aval pour tester sur un nombre réduit d'acteurs comment ils vont comprendre, et notamment quand on travaille avec des start-up ou des plus petites entreprises, pour voir comment ils vont comprendre le texte, comment ils vont s'en emparer et ce qu'ils vont produire en pratique pour voir si ça rend le texte effectif ou pas, ou s'il faut revoir la copie. Alors, sur cette question notamment, moi, c'est vrai que je milite aussi pour le fait que ce ne soit pas des droits des standards qu'on pense, parce que finalement, c'est l'inflation de ces normes, et ça rejoint un peu ce que vous dites, ne permet pas de voir le réel impact. Et en fait, ça fait le jeu peut-être d'un déni de démocratie, parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais on ne peut pas la connaître. Donc, à un moment donné, je pense que justement, cette intelligence de mettre en place des sandbox permet d'avoir quelque chose de sur-mesure, adapté aux produits. Alors, évidemment, vous allez me dire, on va en sortir un tampon et le standard, mais l'idée, c'est de mettre l'humain dans la loupe pour, au fur et à mesure que le contexte évolue, qu'il y ait la possibilité de monitorer la loi. Et là, on n'est plus sur la légistique et de la fabrique de la loi un peu artificielle, mais on est vraiment dans le cœur du sujet de l'innovation. Oui. Alors, merci beaucoup de parler vraiment d'innovation, de décentralisation, de remettre l'humain au cœur du sujet. Et en termes de justice et de réglementation, est-ce que des évolutions sont prévues justement pour promouvoir d'autres modèles économiques que ceux que l'on a connus avec le Web 2.0, voilà, promouvoir notamment une meilleure horizontalité dans le secteur économique et du travail? Alors peut-être Virginie, tu veux répondre? Mais moi, Moi, je pensais avoir une question que je vais me poser à moi-même après, dont je dis déjà que je n'ai pas la réponse. Mais là, non, Mathieu, Alors moi, c'est vraiment un sujet qui m'anime. Donc, c'est l'économie contributive. Et j'estime que le Web3 est une opportunité pour revoir et revisiter le contrat social, un nouveau contrat social, dans la mesure où ces questions d'open source, de nouveaux modèles, c'est en marche. Encore faut-il que les anciens et ceux qui ne comprennent pas qu'on est en train de changer vraiment de monde fassent tant de réticences que ça recrée une financiarisation accrue avec un dopage juridique artificiel. Donc ça, c'est vraiment un de mes sujets favoris, mais je ne sais pas si ma réponse vous conforte. Si. Vous entendez quoi par dopage juridique? Eh ben, je pense qu'en fait, il y avait la possibilité,
Mais alors là, on va revenir au XIIe siècle. Bon, mais après, on revient dans l'innovation. Rapidement, oui. Très rapidement. Il y avait la possibilité au XIIe siècle, le seigneur et ses paysans pouvaient nourrissaient avec les terres. Le seigneur, il y avait vraiment un commun, en fait. C'est le retour des communs. Et on parle de commun numérique. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il y a eu un changement de paradigme et le seigneur s'est dit, je peux faire beaucoup plus en décorrélant tout cet environnement vertueux de nourrir mes paysans, etc. Et il y a eu alors je suis un peu sévère pour le droit parfois, même si je l'aime beaucoup, mais il y a eu pour moi une complicité du droit pour accompagner cette financiarisation accrue. Ça ne fait pas moi une communiste, hein, je suis apolitique. Et vous êtes libre. Mais je suis libre, ça c'est vraiment mon ADN. Et du coup, je suis libre aussi de dire parfois des choses qui ne sont pas forcément a priori, en tout cas qui ne sont peut-être pas appropriées de temps en temps, mais en tout cas, c'est une pensée libre. Et l'idée, c'est que qu'il n'y ait pas de dopage juridique, et ça revient un peu à ce que je disais au début, en disant, en fait, ce dopage juridique, il crée un déni de démocratie. Mais pour moi, c'est revenir à Elinor Ostrom sur les communs numériques. Et le Web3, pour moi, c'est réinitialiser ces communs numériques, ces communs. Voilà. Vous posiez une question à vous-même. Après, je l'ai toujours. Okay. D'abord. Il y avait deux questions. Bonjour, je suis Anthony Seska, commissaire de justice. Je partage évidemment votre position sur les tiers de confiance traditionnels. Merci. Et je n'ai pas véritablement une question, mais une observation sur les commissaires de justice dans la fabrication de la preuve, qui ne doivent pas, à mon sens, oublier non plus de se servir des moyens technologiques qui sont actuels. Et la blockchain, par exemple, est un moyen de protéger, de donner dates certaines, et les huissiers de justice, les commissaires de justice aujourd'hui, le font d'une manière plus traditionnelle, mais l'un peut être l'outil de l'autre, l'un ne pourra pas, à mon sens, aller sans l'autre à l'avenir. Bien sûr. Moi, je pense qu'on est parti sur une incompréhension du Web3 de base, en disant, en fait, il n'y aura plus de litige, tout sera traçable, tout sera OK, et en fait, code is law. Bon. Sauf que non. En fait, il y a deux fraudes, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas tous les chiffres, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, en fait, cette idée de remettre l'état de droit permet justement d'accompagner l'innovation, mais en étant des démocrates. Voilà. Gilles ? Juste une remarque sur l'utilisation de l'image du Moyen-Âge. C'est amusant, c'est intéressant parce que souvent j'ai entendu une autre approche en fait. C'est justement le passage du Web 2 au Web 3, où le Web 2, c'est le Moyen-Âge avec le servage, l'esclavage, on va dire, où en fait les serfs renoncent à une partie de leur liberté en contrepartie de pouvoir exploiter les terres. Donc ils renoncent à une partie de leurs droits et ils ont la protection ou ils ont des services du propriétaire féodal. Et le Web 3 serait une révolution justement où il y aurait en fait la reprise, l'empowerment, la reprise en main de son destin, absolument, de ses libertés. Et j'avais cru comprendre dans l'explication que c'était pas exactement la même acception, mais en fait c'est ça, c'est la même idée. Oui, cette idée-là. J'ai parlé peut-être un peu vite parce que le temps est compté, mais c'est exactement les communs cette idée-là. J'avais pas l'impression que ça allait vers ça en fait. En fait, pour moi, c'est l'économie de la contribution et redevenir finalement acteur. Et on verra ça sur l'énergie. Bon, là, c'est vraiment de la prospective. Mais pour moi, la vision que j'ai, c'est qu'un jour, on aura des wallets, on aura des crédits, on aura trop de... Par exemple, ma voisine aura trop d'électricité, je lui vendrai de l'électricité, elle m'échangera de l'eau. On se réappropriera nos données. Carbone, etc. Et je pense que... Et le Data Governance Act, qu'on n'a pas cité, parce qu'on en a cité, on est sur la mutualisation des données par secteur,
notamment, et on crée des honeypots, alors on en parlera avec la gendarmerie, le commissaire de police et tout le monde, on est en train de créer des honeypots puisqu'on mutualise les données par secteur. Donc en cybersécurité, c'est absolument majeur, mais ce n'est pas du tout l'objet d'aujourd'hui, je reviendrai. Mais l'idée, c'est vraiment de créer des communs qu'on puisse partager par secteur, et donc il y a plusieurs data space actuels. Il y a Thémis sur le tourisme, il y a sur la voiture, il y a Catena-X, et tout ça, c'est des... Et il y en a un, évidemment, sur l'énergie. Et évidemment, moi, le cran d'après, dans 10 ans, je pense qu'on aura des wallets avec nos énergies. D'ailleurs, Enedis a commencé un peu à nous faire un peu des... On a des données qu'on peut consulter dans notre manière de consommer, mais à nous de reprendre notre liberté sur nos consommations. Et pour ça, un tiers de confiance comme la blockchain Logion, où je suis au conseil scientifique, je pense que c'est majeur, parce que sinon, non seulement on pourra anticiper les futurs litiges ou même les éviter, parce qu'on aura des preuves tangibles, mais surtout, on pourra maintenir l'état de droit face à des plateformes qui se veulent propriétaires, et voilà. Et qui le sont. Entre le modèle d'oligopole où on est actuellement avec les GAMAM, on n'est plus GAFAM, et la vision du Web3 complètement décentralisé et complètement autonome où chacun a sa part de pouvoir, et qui serait quelque part un peu anarchique, mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens où chacun est ni Dieu ni maître et chacun a sa propre vie entre les mains et il n'y a plus de régulation, il y aura certainement un équilibre qui se fera entre les deux. Parce que la confiance, en fait, je ne suis pas sûr qu'à l'extrême, sur un modèle complètement décentralisé, la confiance dans les gens qui ne sont pas toujours éduqués ou qui sont pas, enfin pour les populations, soit aussi forte que quand il y a un État ou quand il y a un tiers de confiance mais réel qui intervient. Donc je pense que l'équilibre se fera entre les deux. Mais c'est pour ça que la blockchain d'infrastructure dont je vous parle crée un pont neutre et indépendant avec un réseau international de huissiers de justice et puis de tiers de confiance, ça peut être des commissaires, etc., qui vont établir donc un pont avec le monde réel et qui va donner un sens et une valeur à ces empreintes et à ces jetons. Et donc cette architecture apporte aux valeurs numériques gérées par la blockchain non seulement la sécurité technique propre de la blockchain, de la technologie, mais surtout l'indispensable protection juridique de l'état de droit. Et en fait, c'est ce maillage, et c'est pour ça que cette blockchain, c'est une institution, enfin, c'est pas encore une institution, mais c'est un back-office non propriétaire, et c'est une association non-profit, pour justement respecter cet état de droit. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce que vous dites? Parce que l'état de droit peut-il reposer sur autre chose que l'État? Moi, je pense qu'il faut accompagner l'innovation et que l'état de droit et justement nos politiques ont une question à se poser sur ces nouvelles gouvernances qu'apporte le Web3. Mais justement, de l'autre côté de la chaîne, les justiciables, est-ce qu'ils n'ont pas besoin, je n'ai pas d'opinion, c'est une question, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de la présence d'une autorité qu'ils reconnaissent, qui dans nos pays, mais dans la plupart des pays, est l'État, pour accepter sur des choses aussi simples que l'adhésion à la sanction? Les officiers, par exemple, ministériels, ils ont le tampon de l'État. Oui, mais un officier ministériel comme un commissaire de justice, c'est quelqu'un comme vous et moi, s'il n'exécute pas une décision assortie de l'exécution provisoire. Et ça, nous, tous les jours, on l'a. Je l'ai encore eu cette semaine d'un de vos confrères qui essaye d'obtenir des preuves chez un client, qui me montre la chose. Et je lui dis, non, c'est pas sur une autorité de justice, même si le commissaire de justice en question est malin et fait un coup de bluff en citant l'article 10 du Code civil. Non, il n'y a pas l'État derrière. Et je voudrais presque dire que je le regrette, mais... Il y avait un épisode, c'est pas un peu hors sujet, mais il y avait un épisode du Collimateur, qui est le podcast de l'IRSEM, de l'Institut de recherche
en stratégie de l'école militaire sur la façon dont les talibans sont imposés face aux Américains en Afghanistan, et tout simplement en apportant des solutions juridiques au quotidien. On dit, pourquoi ces gens-là qui ont l'air si affreux à nos yeux d'occidentaux, ils sont si bien acceptés sur place par les populations? Parce que quand il y en a un qui a piqué une vache au voisin, ils apportent une réponse. Mais ça vient par la réponse de l'État. Et je n'ai pas de solution, hein, mais dans la même phrase, vous proposez cette solution et vous dites pour l'État de droit, il y a un problème à résoudre par rapport à ça, à mon avis. Moi, je ne crois pas, mais on en parle. Moi, j'avais une question pour moi-même. Donc, j'ai abordé mon intervention sur le rôle du juge dans le cadre de poursuites à l'encontre d'auteurs de cybercrimes et cyberdélits. Et donc, la question du juge compétent et ensuite de la loi applicable. Et on aurait pu poser la question, mais quid de la responsabilité de l'avatar ? Où là, entre nous, je n'ai pas la réponse, mais on peut néanmoins poser le débat, puisque dans le Web3, on est sur des mondes persistants. C'est une des caractéristiques du Web3. Et donc, l'avatar va continuer à agir, alors sur la base de nos instructions, mais en notre absence. Et là, à date, je n'ai pas nécessairement de réponse, évidemment, pas nécessairement d'avis non plus. Mais voilà, c'est aussi un débat sur lequel on peut avoir, soit maintenant, soit au cocktail. Mais voilà, c'était mon intervention était plutôt sur l'auteur. En chair et en os, on va dire, plutôt que si l'infraction est commise alors que je suis déconnectée et que mon avatar continue à agir. Merci. Moi, j'avais juste une réflexion. On part du principe que le Web3 s'impose, mais est-ce que ça restera pas une petite partie du web? Est-ce que c'est pas destiné à être deux web parallèles? Moi, j'ai une petite réponse. Depuis le début, on parle de décentralisation et il nous semble que, en tout cas, pour le monde professionnel, on restera dans un système centralisé et que c'est pour le monde en fait des jeux et du loisir qu'on ira dans un système décentralisé. Et donc, comme à peu près en tout, on se dirigerait plutôt vers un système dit hybride avec les deux situations. Donc, oui, enfin, c'est pas comment dire. J'ai une élève avocate au cabinet qui, l'année dernière, à son grand oral, a fait son mémoire sur le métaverse. Et on lui a dit que c'était quelque part une vaste blague, enfin quelque chose de totalement décorrélé de la réalité. Ce sur quoi elle a su répondre, peut-être c'est ça qu'il cherchait aussi, avoir sa force de persuasion. En tout cas, il y a encore trop de personnes qui pensent que ce n'est pas déjà notre quotidien. Et vous l'avez rappelé avec toutes les entreprises qui travaillent sur ces sujets, qui travaillent déjà avec ces sujets. Mais voilà, plutôt sur un système hybride, si je devais faire une réponse. Moi, pour répondre, je pense que la masse adoption passera par évidemment une sécurité et par tout ce que je vous ai décliné. Il n'y aura pas de masse adoption sur la tokenisation si on n'a pas alors état de droit, mais en tout cas, si on n'a pas une sécurité entre le pont, entre le token et son asset réel. Voilà. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Ah, monsieur. Je n'ajoute pas quelque chose, je voudrais juste rebondir par rapport à la sécurité qu'il peut avoir au niveau des transactions. La cybercriminalité est très élevée en Afrique, surtout dans le domaine financier. Et les problèmes se posent souvent parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est un taux de bancarisation de presque 6% dans le réseau conventionnel.
Et l'Afrique aussi, aujourd'hui, est le lieu où il y a le plus grand taux de transactions financières dans les fintech, dans le monde. Ah oui. Et où, effectivement, donc il y a un conflit là-dedans avec les banques centrales qui veulent se numériser et n'ont pas la capacité de pouvoir contrôler ce flux de catch in and catch out. Donc, il y a derrière la cybercriminalité, il y a derrière le blanchiment d'argent, il y a qui alimente le terrorisme, par exemple, au Sahel, et on peut le confirmer ici, et d'où vraiment un vrai système hybride, où vous avez derrière des gens, une collaboration, une interopérationnalité entre ceux qui gèrent ces fintech, qui sont notamment propriétaires des data centers, qui sont les compagnies de téléphone, qui doivent être en lien soit avec l'administration, la justice, pour qu'on ait des vraies identités, des vraies personnes qui opèrent, des vraies personnes qui sont capables d'aller chercher ceux qui font des transactions, ceux qui font ce travail derrière. Ce n'est pas des avatars, c'est des personnes qui sont assis. On a souvent vu la gendarmerie française se mobiliser, aller chercher des gens en Afrique où le système juridique n'est pas compétent pour pouvoir les juger, les gérer. Hein. Les retrouver déjà, un problème, et en plus les juger. Donc je rebondis par rapport à la dame de dire que le Web3, il faudra vraiment trouver quelque chose d'hybride et qui correspond à la problématique réelle des terrains, comme celui de l'Afrique, où la masse de transactions financières est la plus élevée dans les fintechs que dans n'importe quel point du monde. Merci. Oui, pour rebondir, mais je suis très bavarde, les régulateurs, notamment à Cambridge, travaillent sur des blockchains privées pour les fintechs, dans le cadre de sandbox regulatory, justement, pour essayer de tester les produits fintech, pour voir un peu l'imperméabilité, justement, pour voir comment sécuriser. Et c'est vrai que l'alternative pour ne pas passer par des blockchains privées qui sont potentiellement propriétaires et banques, eh ben, c'est une infrastructure non propriétaire et avec des tiers de confiance. Et donc, ça serait très intéressant. Et vraiment, c'est cette incompréhension de départ que la blockchain est quelque chose d'infaillible. C'est pas vrai. Il y a énormément de bugs et énormément de choses. Et là, ça crée un voile de sécurité. Et il faut travailler dans ce sens-là. J'en suis persuadée. Je vous remercie. Une question. Alors, j'aurais un petit commentaire par rapport au point précédent, au lien entre l'objet physique et l'objet, son journaux numérique, son NFT, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a deux tendances assez lourdes qui sont en train de se mettre en place. D'une part, au niveau des produits, on commence à voir apparaître au niveau européen le Digital Product Passport, qui est une normalisation de la façon de référencer les produits et surtout leur origine et évidemment leur capacité à être recyclés. Et de notre côté, on a aussi une autre tendance qui consiste à transformer les produits, enfin la numérotation, les codes barres qui existent sur les produits actuels, en un système d'identification unique, non plus du modèle du produit, mais de chaque produit individuellement, à travers un QR code à la place du code barre. C'est le GS1 Digital Link qui devrait être mis en place en 2026-2027. Donc ces éléments vont de toute façon vers une individualisation du traitement de l'objet. Alors là on ne parle pas d'immeuble, on parle plutôt de l'objet physique, de petite taille, mais on a une individualisation de ces objets, une prise en compte dans les systèmes technologiques de leur traçabilité, et on a une formalisation de ce qu'ils sont à travers cette norme du DPP. Et je pense que c'est une tendance très lourde. Oui, mais c'est très bien qu'il y ait des initiatives, nouvelles technologies qui cherchent justement à être infaillibles, mais vous ne me convaincrez pas sur le tout numérique. Il faut absolument l'humain dans la loupe et les tiers de confiance.
elles ne seront pas infaillibles, ça c'est sûr. Voilà, donc pour moi c'est super clair. Ouais. Bien, je pense que s'il n'y a plus de questions, nous allons vous remercier. Merci beaucoup. Et Sylvie.